l'équipe du Centre Claude Bernard, qui a choisi cette année d'interroger ses fondements, qui sont les relations de la pédagogie et de la psychanalyse. C'est en fait une préoccupation constante de cette équipe, et le colloque de 1997 ne portait-il déjà pas en sous-titre « Entre pédagogie et psychanalyse ». Comme il se doit, j'ai cherché les définitions des vocables employés, les limites lexicologiques entre pédagogie et éducation sont floues. Toute action utile ayant l'enfant pour objet peut être qualifiée de pédagogique. Plus précisément, la pédagogie a été définie comme science qui permet de déterminer de meilleures façons d'enseigner aux enfants. Science qui permet de déterminer la meilleure façon d'enseigner aux enfants. Actuellement, l'usage est de désigner ainsi, d'un point de vue pratique, l'ensemble des méthodes utilisées pour faire acquérir à l'enfant les connaissances qui sont jugées nécessaires pour assurer son autonomie. Mon dictionnaire ajoute: les pédagogies modernes utilisent les données de la psychologie et de la physiologie des enfants. Et il n'est pas de bonne pédagogie qui ne commence par éveiller le désir d'apprendre. Le désir n'est-il pas un des piliers de la psychanalyse? La psychanalyse n'est pas vraiment définie. Elle est seulement présentée comme ensemble des théories de Freud et de ses disciples concernant la vie psychique consciente et inconsciente. Cette dérobade a le mérite de nous ramener à son inventeur qui a formé le mot en référence à l'analyse chimique et selon qui elle comporte 3 volets. Une méthode d'investigation de l'appareil mental humain, une thérapeutique et un savoir psychologique. Celui-ci est lui-même diversifié. Il comporte l'apport de Freud et de ses continuateurs, mais aussi celui des dissidents qui continuent à se réclamer du nom. La scientificité de ce savoir est actuellement mise en doute, avec autant de virulence qu'au moment de ses origines. Il serait au plus, dit-on, une croyance. Une réponse à ces allégations est l'ancienneté même de cette équipe, qui se réfère pour l'essentiel de son savoir, à ce savoir, et a prouvé depuis longtemps son efficacité. Son travail est remis spontanément chaque jour sur le terrain en cause, et tout verbiage serait sanctionné par la réalité. On peut faire observer aussi que cette équipe est multidisciplinaire depuis sa création. La confrontation entre point de vue pédagogique et point de vue psychanalytique y est permanente. Mais ce type de preuve n'est plus suffisant face à des contradicteurs issus d'autres horizons, soucieux avant tout d'une réponse immédiate et chiffrable. Il devient nécessaire de justifier des fondements qui ne vont plus de soi. Nous sommes donc appelés à nous questionner non seulement sur les services que la psychanalyse rend à la pédagogie, mais aussi sur sa scientificité. Célébrer les 70 ans du Centre Claude Bernard implique un retour sur le passé, une analyse des pratiques actuelles et une projection sur l'avenir. Ce thème du lien entre psychanalyse et pédagogie s'est imposé d'emblée lorsque l'équipe recherchait le thème de travail de cette journée anniversaire. Il s'agit d'une question récurrente, énoncée de manière diverse. Psychanalyse et pédagogie, alliance ou mésalliance, est l'intitulé de 6 conférences animées par Janine Méry et Claire Dose dans la période 1989-1990, de psychopédagogue du Centre Claude Bernard. Malentendu entre pédagogie et psychanalyse renvoie à un article de Steph Bronstein, publié dans la revue Pédagogie psychanalytique dans les années 30.
Psychanalyse et pédagogie, une tension fructueuse. Il s'agit d'une publication de Tristan Garcia Fons en 2008, dans La lettre de l'enfance, article qui traite de l'apport de la psychanalyse à la compréhension de l'inhibition intellectuelle. Olivier Douville évoque dans un article sur les courants de la pédagogie psychanalytique les compagnons de route de la réforme freudienne qui ont développé un mode relationnel allant du flirt à la fidélité indéfectible. Pour notre part, nous avons choisi la représentation du couple pour symboliser le lien entre psychanalyse et pédagogie. L'idée du couple signifie une rencontre, une histoire, une identité. Et pour un couple qui dure, cela suppose des étapes, des doutes, voire des crises et des réconciliations. Le couple perdure dans une relation vivante, marquée par des évolutions. J'évoquais l'unanimité des professionnels concernant le choix du thème, mais il a été cependant plus difficile de l'écrire lors de la création de l'affiche. En effet, la ponctuation donne du sens et nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas tous les mêmes représentations. Fallait-il rester sur un point d'interrogation, traduisant le doute ou une véritable question, utiliser la forme exclamative signifiant la surprise, moins fait remarquable? Fallait-il terminer sur 3 points de suspension, marquant l'hésitation ou l'incertitude? Le groupe a finalement opté pour la formule qui laisse libre le lecteur des interprétations possibles. Pas de liaison, pas de ponctuation. Le titre était donc « Psychanalyse, pédagogie, un couple qui dure ». Sur une affiche, le titre écrit sous cette forme, sans ponctuation, n'est pas très lisible. Cette remarque nous a été faite par les premiers lecteurs de l'affiche. Il manque le « et ». S'il n'y a pas le « et », cela ne fait pas couple, nous signifie la conceptrice de l'affiche. Le « et » traduit le lien et unit les deux disciplines. Voilà donc le titre définitif que vous avez pu lire sur les programmes. Psychanalyse et pédagogie, un couple qui dure. La question sur ce couple est posée. Comment s'est-il constitué? Quelle a été son évolution? Comment fonctionne-t-il? Avec quelle dynamique? Quel est son avenir? C'est à cet ensemble de questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Je passe la parole à Nathalie Bell. Parallèlement à l'évolution de l'œuvre de Freud, se développe entre 1908 et 1937 tout un mouvement de pédagogie qui part essentiellement de Vienne et des pays de langue germanique et qui se nourrit de cette toute nouvelle psychologie qu'est la psychanalyse. Rappelons qu'en 1905 paraissent les 3 essais sur la théorie de la sexualité de Freud. Cet ouvrage est, selon Marthe Robert, écrivain et critique littéraire française, l'une des causes directes du changement irréversible qui, au cours du siècle dernier, s'est produit dans l'éducation de la petite enfance comme dans les méthodes de la pédagogie. C'est dans la Révolution psychanalytique 1964. Et citons Freud dans Ma vie et la psychanalyse, publié en 1925. Il existe une autre application de la psychanalyse, je veux parler de son application à la pédagogie. Il y évoque la possibilité pour des enfants de bénéficier d'un traitement alliant l'influence analytique à des mesures éducatives, et ajoute « Il existe encore des ennemis de l'analyse, je ne sais pas par quels moyens ils pourront empêcher ces psychanalystes pédagogues d'exercer leur activité. » En 1908, Sándor Ferenczi, psychanalyste hongrois, dans sa conférence intitulée « Psychanalyse et pédagogie », s'appuyant sur les théories freudiennes, considère que la pédagogie actuelle constitue un véritable bouillon de culture des névroses les plus diverses. Il propose, dans un but prophylactique, une réforme pédagogique qui permettrait d'éviter la mise en jeu d'un mécanisme psychique si souvent nocif, le refoulement des idées. Alors, pour ces psychanalystes, comment prévenir cette maladie de la société qu'est la névrose? Par une pédagogie qui serait fondée sur la compréhension, l'efficacité et non des dogmes. On voit qu'à cette époque,
la psychologie des profondeurs, comme on l'appelle aussi, a acquis une certaine notoriété parmi les médecins, les éducateurs, mais aussi les pasteurs, bien que certains reprochent à Freud d'accorder trop d'importance à la sexualité. Ainsi, à Vienne, Alfred Adler, dans un premier temps proche disciple de Freud, organise des groupes de travail avec des psychothérapeutes et des pédagogues sensibilisés aux découvertes de Freud. Il crée des centres de consultation ou de guidance dans des écoles où des psychologues, des enseignants, des parents y discutent ensemble. Ces consultations psychopédagogiques, mises en place avant la Première Guerre mondiale, ont un tel succès que d'autres sont créées en Autriche, mais aussi à l'étranger. Toujours en Europe germanophone, Autriche, Allemagne et Suisse, des mouvements de jeunesse prônent l'émancipation, l'autonomie et la remise en cause de l'ordre familial et social. Les structures traditionnelles dogmatiques, tout à la fois éducatives et répressives, sont remises en question. Pour de nombreux étudiants qui deviendront éducateurs, ces mouvements de jeunes constituent un lieu d'accueil des découvertes psychanalytiques. Nombreux sont ceux qui ont participé à ces mouvements et nous ne pouvons les citer tous ici. Parallèlement, cependant, à partir des années 30-35, une relative incertitude quant au but de l'éducation psychanalytique commence à poindre. La pédagogie moderne n'aurait peut-être pas assez tenu compte de la complexité du développement psychique. Aurait-elle été trop libertaire? Au lieu de donner libre cours à la vie pulsionnelle, n'aurait-il pas fallu plutôt veiller à la transformer? Peut-on prévenir la névrose par une pédagogie aussi éclairée soit-elle, etc. Autant de questions et de doutes sur lesquels se greffe le souhait d'une reprise en main de la jeunesse livrée à elle-même, reprise en main par des chefs qui imposent leur autorité. Dans le contexte politique de la montée du nazisme, où la vie pédagogique est devenue exsangue, en particulier en Allemagne et en Autriche, où sont contraints à l'exil les principaux représentants du mouvement de pédagogie psychanalytique, nombreux sont ceux qui vont alors se diriger vers les instituts socio-éducatifs ou hospitaliers ou se consacrer à la psychanalyse avec les enfants ou les adolescents. Pour conclure mon propos, je voudrais souligner que ce mouvement pionnier qui a tenté de lier psychanalyse et pédagogie a un lien direct avec la création du Centre Claude Bernard, primitivement appelé d'ailleurs Centre psychopédagogique de l'Académie de Paris, celui-ci ayant explicitement dans son projet initial pour modèle l'Office médico-pédagogique vaudois qui a commencé à fonctionner en 1942 à Lausanne avec une équipe de médecins et de psychologues possédant tous une formation analytique et ayant suivi des cours de psychologie et de pédagogie, notamment à l'Institut Jean-Jacques Rousseau dont il a été question plus haut. C'est beaucoup de vous remercier à vous trois. Nous allons faire une petite pause à ce stade. Monsieur Ballon. Freud propose une réflexion sur les enjeux de l'éducation au service de la civilisation et invite les auteurs à développer une éducation éclairée par la psychanalyse. Il dénonce la pédagogie répressive qui produit un surmoi écrasant. À la même époque, un mouvement international de révolution pédagogique, influencé par la psychanalyse, veut créer une éducation nouvelle pour un enfant nouveau. Il s'agit, entre autres, de libérer l'enfant de toute castration moralisatrice, facteur de violence. L'épanouissement personnel de l'enfant et le développement de la culture sont valorisés. En 1932, Paul Langevin et Henri Vallon dirigent la section française de la Ligue pour l'éducation nouvelle. À la Libération, ils travaillent sur une réforme éducative largement inspirée de ce mouvement. Elle ne sera pas appliquée, mais va inspirer de nombreuses réformes de l'après-guerre. Paul Langevin et surtout Henri Vallon vont travailler dans les cabinets ministériels
à la création du premier centre psychopédagogique. Dans le contexte historique de l'après-guerre, s'occuper de la jeunesse est une priorité nationale. La pédagogie y prend une place importante. L'histoire de Claude Bernard commence dans l'euphorie de la libération et du désir de reconstruire un monde nouveau. Il s'agit d'une période féconde pendant laquelle des personnalités diverses ont pu travailler ensemble. Elle ne s'arrêtait pas au clivage politique, idéologique, théorique traditionnel. La création du premier centre psychopédagogique est un des exemples de cette époque inventive. Louis Le Guillan, psychiatre, conseiller technique au ministère de la Santé, écrit « Il est inutile de souligner l'importance de cette création. Elle réalise pour la première fois en France cette coopération étroite dans le cadre d'un établissement d'enseignement des disciplines pédagogiques, psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, qui permet de comprendre et de solutionner les manifestations complexes de l'inadaptation des jeunes. Il s'agit donc d'une expérience novatrice, car il y a tentative de fonder une application de la psychanalyse hors du champ strictement thérapeutique. Le centre fait bénéficier les enfants de l'apport de la psychanalyse. Le centre psychopédagogique ouvre ses portes à Paris, au lycée Claude Bernard, dans le 16e arrondissement, le 29 mai 1946. Dans les mois qui précèdent, en février et mars 1946, 4 psychanalystes mettent au point le fonctionnement interne du centre. Il faut les nommer, il s'agit d'André Berge, médecin, psychanalyste et homme de lettres, Juliette Favès-Boutonnier, agrégée en philosophie, enseignante. Elle entame dans un second temps des études de médecine et deviendra psychanalyste. Elle est la première directrice médicale du centre Claude Bernard. Françoise Docteau-Maret, pédiatre et psychanalyste. Georges Mocot, enseignant et psychanalyste, qui devient le premier directeur administratif et pédagogique du centre Claude Bernard. Les auteurs du projet sont donc psychanalystes, médecins et pédagogues. La mission de l'établissement est préventive. Il s'agit d'apporter des conseils et directives, de préconiser des méthodes de traitement pour les enfants qui sont sous la responsabilité des médecins et psychologues de l'établissement d'enseignement. C'est un centre de dépistage pour les élèves intelligents mais inadaptés à la vie scolaire qui risquent l'échec aux examens et la sortie du système scolaire. Ces enfants ne présentent pas une pathologie lourde, mais des troubles du caractère et du comportement, tels que timidité, émotivité, anxiété, tic, petite délinquance, bégaiement, troubles de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, agressivité et opposition. À l'origine du projet, il est admis que la psychanalyse peut être mise en œuvre à titre préventif par des pédagogues, à condition qu'ils aient été formés à cette discipline par une analyse personnelle. De même, les psychothérapeutes doivent posséder d'une part une double expérience à la fois pédagogique et psychologique, et d'autre part avoir été psychanalysés. La psychopédagogie au centre Claude Bernard s'inscrit dans une filiation directe des auteurs, psychanalystes ou pédagogues dont nous a parlé Madame Bell. Dans le projet initial, il est fait mention de la promotion et du développement d'une psychopédagogie à référence psychanalytique. Cette théorie permet d'analyser les difficultés d'apprentissage et de proposer, en lien avec les médiations pédagogiques, des réponses qui ne se centrent pas uniquement sur le symptôme, mais visent une approche globale. C'est en ce sens que l'acte psychopédagogique se différencie de l'acte pédagogique. L'effet recherché n'est pas uniquement une augmentation des résultats scolaires, il vise un travail psychique à effet thérapeutique. Aujourd'hui, la psychopédagogie propose 2 grands types d'interventions. L'une, proche de la rééducation psychopédagogique, marquée par une orientation cognitive davantage liée au programme scolaire, travaillée avec des médiations spécifiques. L'autre s'apparente aux thérapies à médiation culturelle et utilise des supports choisis pour approcher les difficultés psychiques de l'enfant afin qu'il réinvestisse, dans un second temps, toute l'activité de pensée.
Quelle que soit l'orientation, il y a prise en compte, sans les interpréter dans la séance, des mouvements transférentiels et contre-transférentiels issus de cette rencontre. La question de l'articulation entre psychanalyse et pédagogie reste encore à travailler. Concernant la psychopédagogie, et là est ma conclusion, il y a des travaux à mener afin de conceptualiser cette discipline avancée, répondre à des critères de formation et de compétences. Je fais partie de la génération des parents 68ards qui ont élevé leurs enfants dans une atmosphère où il était interdit d'interdire, plutôt que dans une perspective où le devoir des parents et des pédagogues consistait à former la génération suivante. Le gain narcissique d'une telle attitude se situait avant tout du côté des adultes et de façon plus aléatoire du côté des enfants. Aujourd'hui, nous voyons grandir sous nos yeux les enfants de nos enfants. Enfin, Cette jeune génération témoigne des changements rapides et considérables survenus dans notre société occidentale durant les 20 dernières années. D'un côté, une plus grande liberté d'expression des pulsions, pour le meilleur, la créativité, et pour le pire, les violences de tous ordres. D'un autre côté, le délitement de la structure familiale traditionnelle, et enfin, le développement fabuleux des moyens de communication immédiate avec le monde entier. Toutes ces modifications influencent fortement la relation intergénérationnelle des jeunes parents avec leurs enfants, cette relation qui avait déjà été fragilisée par le flou du projet éducatif de leurs propres parents pour eux durant l'enfance. Dans un petit livre aux allures modestes, Donald Meltzer a, il y a plus de 20 ans déjà, figuré l'enfant dans sa famille, dans la communauté, avec des traits d'union, sous la forme de cercles concentriques dont l'enfant était le centre. Je mets ça au passé. Il soulignait déjà l'importance de l'impact réciproque de la société sur la famille et de la famille sur la société dans laquelle vit l'enfant. J'ajouterai que ce double impact engendre une onde de choc dont la durée dépasse largement celle de la génération considérée et intéresse au moins 3 générations, souvent 4 ou 5. Si je persiste à affirmer que la psychanalyse avec l'enfant est le fer de lance de notre discipline, c'est précisément en raison de la contrainte qui est faite à ceux d'entre nous qui s'y consacrent d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur et de ne jamais abandonner ce strabisme divergent, merci, c'est gentil, que requiert la prise en compte simultanée et permanente du principe de plaisir et du principe de réalité, ça c'est pour tout le monde, y ajoutant en outre le vecteur temporel non négligeable de la rapidité spécifique de développement chez nos jeunes patients. C'est bien pour ces raisons-là que tous les psychanalystes d'enfants ont toujours pris en compte la famille des enfants qu'ils ont en traitement. Et oui, même Mélanie Klein, n'en déplaise aux envieux médisants. Et ils ont toujours cherché à dialoguer avec leurs collègues du monde de l'éducation et de l'enseignement. C'est pourquoi je vous remercie tout particulièrement de m'avoir invité. Prenons seulement pour commencer l'universalité des droits de l'homme et l'universalité des droits de l'enfant. Ajoutons-y la conviction que l'inconscient existe et régit les 9/10 de notre comportement et de nos relations. Risquons-nous à affirmer nos connaissances de la mentalité de groupe et de ses préjugés de base et opposons-leur résolument notre désir de former ici, ailleurs, aujourd'hui comme demain, des groupes de travail. Pour fignoler encore davantage, ajoutons-y nos connaissances en néonatologie, en thérapie mère-bébé, notre expérience de la thérapie de groupe et même du psychodrame psychanalytique, pourquoi pas. Nous n'aurons pas seulement ainsi de quoi dialoguer avec ceux qui arrivent à nous avec l'arrogance des religieux face à des mécréants, puisque nous ne nous considérerons plus comme des mécréants et que nous proclamerons fortement nos convictions. Nous y gagnerons aussi et peut-être surtout un degré de plus dans la liberté d'utiliser, voire d'inventer ensemble des dispositifs, des techniques et des structures nouvelles d'accueil et de soins
pour ceux dont nous avons la grande prétention de vouloir nous occuper. C'est quelle responsabilité? Alors, des exemples, ça c'est vraiment la fin de la fin. Après les maisons vertes, pourquoi pas les maisons interactives avec psy et éducateurs? Pourquoi pas les soins psy à domicile, comme l'un des présidents de l'Association psychanalytique internationale, Claudio Aiziric, avait organisé dans la région de Porto Alegre et au Brésil. Ça, je les ai vus, c'est fabuleux. Pourquoi pas davantage d'ateliers mère-enfant, qu'il s'agisse de groupes d'expression corporelle, verbale ou d'alphabétisation ensemble, sans en exclure les pères, évidemment, quand ils se montrent intéressés. Puis des briefings dans une perspective psychoéducative active et évolutive à travailler entre psychothérapeutes et éducateurs. Pourquoi pas tout ça? Mais c'est vous qui allez me raconter maintenant ce que vous faites déjà, ce que vous allez faire de nouveau, ce que vous aimeriez faire, vos projets et vos espoirs. Je vous remercie.